téléspectateurs du pays des hommes intègres, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Le retour triomphal du colonel Abdoulaye Maïga en passant par cette situation on ne peut plus confuse au Burkina Faso et cette mission de haut niveau de la CEDEAO qui vient de séjourner ici au Mali. Autant de sujets qui seront commentés tout à l'heure par nos invités qui sont Dr Ousmane Koulibaly, il est vice-président du parti LMA, il est communément appelé OCB. Docteur, merci d'être sur ce plateau. Merci Barou de m'avoir invité, merci à tous les téléspectateurs de Renouveau TV. Deuxième invité, Mohamed Alamine Diko, il est secrétaire politique du RDS. RDS, le parti dirigé par le professeur Younous Amey Diko. Mohamed Alamine Diko, merci d'être sur ce plateau. Merci pour l'invitation, Barou. Toujours un plaisir d'être là. Troisième invité, Cheikh Oumar Soumano, il est en tout cas le coordinateur du baromètre du Mali, non moins président de l'organisation des jeunes patrons du Mali. Monsieur Soumano, merci d'être là. Bonsoir Barou, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est à moi de vous remercier pour cette invitation. Merci. Et Hassan Sey, juriste, il va incessamment nous rejoindre autour de ce plateau. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Regard croisé. Comme on l'avait annoncé, situation confuse au Burkina Faso depuis ce vendredi. En tout cas, un capitaine de l'armée burkinabé dit avoir mis le lieutenant-colonel Damimba hors de ses prérogatives. Et visiblement, au regard des informations que nous avons reçues, le colonel Damimba ne semble pas visiblement dire son dernier mot à la mine. Qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui? Situation très confuse. Et hier, on a appris qu'aux alentours de 4h30 du matin, les tirs avaient été entendus au niveau de la capitale. Au moment de la soirée, en début de soirée, on a vu sur la radio-télévision burkinabé, l'homologue aux collègues du Burkina, on a vu une déclaration faite par un groupe dirigé par le capitaine Traoré, si je ne m'abuse. Ibrahim Traoré d'IB. Et ce monsieur, ce capitaine disait qu'ils avaient décidé de démettre de ses fonctions le lieutenant-colonel Damiba et qu'ils allaient sur une ligne dure de souveraineté et directement il affirmait un revirement et une orientation vers de nouveaux partenaires qui sembleraient être la Russie, d'après ce qui a été compris. Et aujourd'hui, dans la journée encore, on a entendu beaucoup de choses. On a vu, par exemple, qu'il y avait une déclaration également d'un des hommes de Traoré qui disait que le lieutenant-colonel du Faso de la transition était réfugié dans un camp français à quelques kilomètres de Borodjoulasso et qu'il préparait une contre-attaque. Ensuite, on avait un communiqué de Damiba disant que non, il n'était réfugié auprès de personne et qu'il était libre de ses mouvements. Donc, beaucoup de confusion. Le couvre-feu levé, apparemment. Vers quoi on se dirige finalement? J'espère que les Burkinabés ne se dirigent pas vers un affrontement, parce qu'ils ont beaucoup d'autres, pour parler trivialement, de chats fouettés, et qu'ils ont beaucoup d'autres problèmes sécuritaires à gérer. Donc qu'il y ait un affrontement entre les militaires burkinabés, c'est toujours en réalité un problème et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas au Burkinabé en tout cas. Et de tout cœur, nous quand même à notre niveau, on espère que les Burkinabés auront la lucidité, malgré la passion du moment, de ne pas se jeter à corps perdu dans un affrontement entre frères d'armes. Okay. OCB, est-ce que vous pouvez aider nos téléspectateurs à comprendre la situation qui prévaut au Burkina aujourd'hui? Bon, ce qui est sûr, la situation est très tendue, comme l'a expliqué tout à l'heure mon ami Diko. Ce que l'on peut craindre, c'est surtout, on peut le dire, à la suite de chaque coup d'État, parce que même notre président de la transition l'a dit, à chaque fois qu'on tente un coup d'État, c'est un risque que nous prenons nous-mêmes, un risque que l'on prend pour sa famille, un risque que l'on prend pour l'armée, un risque que l'on prend pour la nation entière. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire un coup d'État? Lorsque ça ne réussit pas, et dans pareil cas, ce qui est en train de se dessiner, surtout au Burkina Faso, c'est l'affrontement entre des camps.
Le coup d'État est-il déjà consommé? Bon, consommé ou pas, parce qu'on est déjà dans une guerre de communication, à mon avis. Je pense que au début, beaucoup de gens, nous-mêmes, on avait déjà cru que c'était consommé, mais à la suite de la dernière déclaration, je pense que ça c'est comme un revirement de situation. Mais si on observe bien, on peut dire que c'est comme si les deux camps sont en train de se regarder en chien de faïence. Et ce que l'on peut craindre, c'est qu'il y ait un bain de sang. Au lieu de se tourner vers les rebelles ou sinon vers les djihadistes aujourd'hui qui sont en train de faire la loi dans pratiquement 2/3 du territoire, du territoire burkinabé, que ce soit finalement cette armée royale, cette armée républicaine qui soit divisée et qui se batte pour conquérir le pouvoir. Et là, c'est ça le risque. C'est pourquoi nous, au niveau du parti Élément, on a toujours condamné le coup d'État, parce que c'est une prise de risque énorme qu'on est en train de prendre pour s'octroyer, en tout cas, les délices du pouvoir. Donc, c'est quelque chose qui n'arrange pas du tout le peuple qui est pris en otage. Les entreprises aujourd'hui, je peux dire que difficilement vont marcher, et le Burkina devient comme une destination à éviter pratiquement dans la zone. Donc c'est ça, ce sont des risques comme ça. Le pays est finalement devenu sans chef. Bon, moi je ne pense pas qu'on peut dire ça. Ce qui est sûr. Qui dirige le Burkina à la date d'aujourd'hui? Moi je pense qu'il y a, ce qui est sûr, il y a un basculement de pouvoir, de camp. Et nous l'avons vu, il y a eu beaucoup de communiqués. Hein. Mais jusqu'à preuve du contraire, de mon point de vue, je pense que le camp d'Ibrahim Traoré semble maîtriser les choses. Parce que, en fait, s'il y a eu ce communiqué de levée de couvre-feu, ça veut dire qu'il y a une sérénité au niveau de leur camp. Mais est-ce qu'avec ce communiqué, est-ce que le pouvoir de Traoré ne cherche pas une couverture populaire? Oui, et c'est là où justement j'ai dit, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux camps qui s'affrontent. Difficilement, quand on regarde le mouvement de la population, le sentiment qu'ils sont en train d'exprimer, il va être très difficile pour Damiba de revenir gouverner ce peuple-là. Ça, c'est très difficile. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, apparemment, il y a eu des impairs que Damiba aurait commis, que le peuple burkinabé n'a pas accepté. Aujourd'hui, c'est le moins pour ce peuple burkinabé d'être en liesse et d'être en parfaite symbiose avec l'autre camp. Et ce qui est important aujourd'hui, je pense que peut-être les gens n'ont pas vu ça, quand vous lisez le communiqué bien, le communiqué qui a été lu à la télévision burkinabé, on dit que Damiba a été, on l'a remplacé au niveau du MPSP. Oui. Et il est indiqué qu'il y aura un président de transition, soit militaire, soit civil, qui sera choisi. Oui. Donc ce qui veut dire... Sauf que tous les militaires disent ça, tous les disent au je suis d'accord, mais pour le moment, ça ne veut dire pas que Ibrahim Traoré, ipso facto, n'est pas forcément le président du Burkina. C'est l'homme fort, certes, mais ce n'est pas le président du Burkina. Il n'a pas remplacé de facto, il n'a pas pris toutes les prérogatives. Il n'est pas d'abord le président du Faso. Donc maintenant, ça c'est très intelligent de leur part. Et maintenant, quand le peuple va acquiescer leur action, de mon point de vue, il sera question de choisir. Et ce qui rend la chose encore plus compliquée, ou que je dirais c'est assez intelligent de leur part, c'est qu'ils ont ensuite suspendu la charte. Donc c'est qu'on se retrouve dans une espèce de vide juridique où la Constitution elle est suspendue, où la charte de transition est suspendue. Donc ça veut dire que c'est à eux de faire. On peut dire, bon, moi je ne dirais pas que ça va être si véritablement le coup d'État sera consommé. Pour moi, ce ne sera pas une rectification, mais ça sera un nouveau départ. Ok. Visiblement, il s'agit de deux camps, dont l'un protégé par la France et l'autre par la Russie. Ça, vous voyez, nous ne sommes pas très adeptes de la théorie du complot, mais il y a quand même 4 faits. Au regard des communiqués. Au regard des faits. Des communiqués, c'est important. Oui. Mais les communiqués, exactement comme l'a dit le docteur Koulibaly, il y a une guerre de la communication. Il y a ce qu'on appelle dans le langage commun une propagande. Et le Burkina nous a toujours habitués à ça. Je vous rappellerai le coup d'État que Damiba lui-même a fait. Il y avait une guerre communicationnelle. Jusqu'au dernier moment, on pensait, les gens de Rockmark faisaient des communiqués en disant le contraire de ce que les gens de Damiba disaient. Mais il y a 4 faits qui sont indiscutables. Et c'est là qu'on ne peut pas, à cause de ces faits, on ne peut pas dire une conclusion concrète, mais ça pousse à réfléchir. Ces 4 faits sont lesquels? Le premier fait, Monsieur Sidibé, c'est que Damiba a refusé l'installation de Barkhane au Burkina Faso. Le second fait est que fin août,
le Premier ministre de Damiba a fait une grande déclaration, une grande conférence de presse en disant qu'ils allaient réexaminer les accords de coopération avec la France et qu'ils s'octroyaient le droit en tant que pays souverain et soucieux de leur sécurité d'avoir de nouveaux partenaires, quitte à froisser leurs partenaires historiques. Le troisième fait, Damiba est venu lors de sa première visite internationale au Mali, voir Goïta. Le quatrième fait, il y a moins d'une semaine, Damiba a rencontré à New York aux Nations Unies le ministre des Affaires étrangères du président Poutine, Sergueï Lavrov. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ce que je veux dire, est accusé à tort d'être un pro-français? Ça, à tort, je ne sais pas. Quand même, dans le début des premiers mois de Damiba, on l'avait vu dire « je vous donne rendez-vous dans 5 mois pour revoir l'état sécuritaire ». On l'avait senti très frileux et très hésitant et on l'avait toujours senti un peu dans l'entourage français. Ce qui est là, c'est que depuis fin août, son Premier ministre, comme son gouvernement, et comme lui-même à la sortie de la réunion avec Sergueï Lavrov, il a affirmé que les liens avec la Russie allaient être réchauffés et que la coopération allait recommencer, une coopération gagnant-gagnant. Il était censé revenir au Burkina et faire ça, et signer ces choses-là. Donc la coïncidence est très troublante. Vous avez un camp qui dit pro-français, un autre camp qui dit non, nous sommes russes. Dans tous les cas, la coïncidence est troublante et ça pousse à réfléchir. Docteur, cette situation était prévisible? Moi, en tout cas personnellement, je ne m'y attendais pas parce que lorsque j'ai suivi le discours de Damiba quand même à l'ONU, il m'a convaincu de par son discours parce qu'il avait un programme bien ficelé. Le délai de la transition était déjà connu, c'est 2 ans, et il a dit qu'il convenait avec ses partenaires de la CEDEAO, ses partenaires connus, sur le délai. Donc il y avait déjà une entente. À mon avis, et au niveau national, cela ne devrait pas poser de problème. Donc, on a quand même vu, il y a, au mois de mai, Damiba lancer cette petite phrase à ses frères d'armes. Celui qui pense qu'il est fort, il peut venir faire son coup d'État et faire ce qu'il veut. Oui, bon, vous savez, la diplomatie, souvent c'est difficile quand on... Et puis on est dans un domaine militaire, souvent la façon de parler, c'est pas aussi diplomatique comme on l'aurait voulu, mais bon, peut-être ça peut être une erreur de communication de sa part, parce qu'en disant ça, peut-être certains peuvent penser qu'il y a une incitation à faire le coup d'État. Mais je pense qu'il avait beaucoup plus confiance au programme qu'il avait ficelé et qui disait que la transition allait s'arrêter au bout de 2 ans. Et donc avec cette certitude qu'il avait déjà, à mon avis, avec le peuple burkinabé et avec les partenaires, en principe, il ne devrait pas avoir grand embrouille. Mais ce qu'il faut aussi dire de l'autre côté, c'est que le côté sécuritaire aussi est vraiment quelque chose qui n'a pas qui ne s'est pas bien amélioré au Burkina Faso comme on pouvait s'y attendre. Mais bon, c'est pas aussi facile que ça. Même au Mali, on a vu, après tout ce qu'on a fait, mais on a vu qu'il y a eu des attaques. Au centre, il y a eu des attaques à Abla, il y a eu des attaques même à Kati. C'est vous dire que cette situation n'est pas singulière seulement au Burkina Faso, mais que de façon générale, c'est difficile dans notre zone là aujourd'hui, par un simple coup d'épée, de faire venir la sécurité. Et je pense que nos peuples doivent vraiment prendre ça en considération et se préparer vraiment à des longues luttes pour penser pouvoir éradiquer ce mal-là qui est en train de ronger notre zone. Ok, Soumano, pour sortir de ce sujet, Damiba a-t-il dit son dernier mot? Bon, moi je pense que la messe est dite. Ça c'est vraiment mon point de vue, parce que on voit déjà, comme je l'ai dit, regarder un peu comment le peuple se comporte. Ça va être très difficile parce qu'en tous les cas le pouvoir appartient au peuple. L'avantage souvent des coups d'État, c'est qu'on c'est plus légitime qu'illégal. Donc si le peuple n'est pas avec le chef, ça veut dire que le chef n'a pas intérêt à chercher à revenir, parce qu'en fait ça va être une question de déstabilisation. Mais au-delà de ça, moi je voudrais quand même attirer l'attention sur 2 faits majeurs que je qualifierais, un des faits que je qualifierais de force, de cause lointaine de ce qui nous a amené aujourd'hui, de ce qui s'explique aujourd'hui, et le second par rapport à fait immédiat. Le fait lointain, c'est quoi? C'est que quand il a fait venir le président Blaise, l'ancien président, c'est bien, c'est salutaire. Au nom de la réconciliation, on peut applaudir des 2 mains. Mais sauf que l'interprétation qui a été faite est assez légale et assez pertinente, parce qu'on a estimé qu'on a amené un condamné pendant que les autres purgent
leur peine, et lui, il vient, il repasse en toute impunité. Donc ça, je pense que ça a un peu déplu au peuple burkinabé. Et d'ailleurs, il y a eu des communiqués de certains des avocats de la partie civile, et même les magistrats se sont sentis frustrés. En tant que lui, premier magistrat de la magistrature, on a estimé qu'il n'a pas respecté la loi du pays. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, ça, c'est juste qui s'est passé il y a quelques temps, le fait d'avoir démis son ministre des Affaires, ministre de la Défense. Et lui-même prendre le pouvoir, prendre ce ministère, prendre ce portefeuille-là, ça dénote d'un manque de confiance qu'il a en ses camarades. Parce que pour moi, étant militaire avec ses camarades, même si un te déçoit, je pense que tu peux toujours trouver un autre en qui tu as confiance et tu lui confies le portefeuille. Et le fait de l'avoir ramené, ça veut dire que les autres se sont sentis frustrés. Donc, ces deux faits majeurs, il y en a plusieurs d'entre eux, mais je m'arrête sur ces deux, peuvent expliquer aujourd'hui la situation actuelle. Et donc, je pense qu'il faudrait, on souhaite qu'on revienne à une meilleure situation, à une accalmie, pour que le Burkina puisse reprendre le chemin justement de retour à l'ordre constitutionnel. D'accord. Ce mardi, ici à Bamako, ils étaient nombreux, les Maliens, à sortir pour réserver un accueil de grand jour au colonel Abdoulaye Maïga, qui, de retour de New York, où il a pris part à la 77e sommet ordinaire, le 77e sommet ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Monsieur Diko, déjà, vous avez été à l'accueil? Personnellement, non. Mais nos militants, vous avez appelé à l'accueil? Appelé, oui. On a appelé à l'accueil parce qu'on estime que c'était un discours qui exprimait beaucoup de choses au nom du Mali. Je tiens à faire la nuance parce que ce n'est pas Abdoulaye Maïga, le colonel Abdoulaye Maïga qui a parlé à la tribune des Nations Unies. C'est le Mali qui s'est exprimé en tant que nation souveraine à une tribune planétaire qui est celle des Nations Unies. Donc, au retour de ce discours-là, pour nous, ce discours était l'expression d'un ras-le-bol, était l'expression d'une nation qui sortait de 7 mois d'embargo illégal. Vous approuvez déjà le fond et la forme? Bien sûr, nous l'approuvons. Et comme je vous dis, à certains moments, la diplomatie, c'est très beau, c'est très bien tout ce qu'on dit, mais un peuple qui est entre la limite de la survie et du décès, on ne peut pas lui demander trop de diplomatie. 7 mois d'embargo illégal, des dizaines et des centaines de morts pour raisons sécuritaires, un abandon en plein vol, pour ne pas reprendre la formule d'un de nos premiers ministres, une nation entière qui se sont abandonnées. On est obligé de rebattre les cartes géostratégiquement, militairement, sécuritairement. On vient de passer une année terrible pour les Maliens, pour le peuple malien. Et c'est cette expression de ras-le-bol. On a une nation qui est là. Nos autorités disent qu'elles ont les preuves, donc on part sur la base qu'elles sont de bonne foi et on accepte cela. Elles les présenteront le temps voulu au moment où ça devra se faire. Les preuves qu'une nation étrangère nous a espionnés pour passer ses renseignements à d'autres personnes qui nous tuent. Ce ras-le-bol doit être exprimé. Il va être exprimé où mieux que face aux nations entières du monde entier, aux Nations Unies. Donc on estime que le discours, il est bon. C'est un discours passionné. Il est tout à fait clair que la passion ne gouverne pas, c'est la raison qui gouverne. Mais de temps en temps, je m'excuse de parler comme ça, mais un bon coup de gueule, ça fait du bien. Ok. Docteur? Oui. Bon, à notre niveau, le parti élément n'a pas fait de mobilisation, n'a pas fait de communiqué officiel, ni par rapport au discours, ni par rapport à l'accueil. Cela se comprend aisément. Hein. Déjà au sein de notre parti, c'est pas unanime. Il n'y a pas de position unanime dégagée pour aller dans tel ou tel sens. Ça c'est vrai. Mais de l'autre côté, moi personnellement, ce que je dis, c'est que ça c'est pas une nouveauté au Mali, parce que on a vu, il y a beaucoup de François Hollande, hein, Keïta Koulibaly. Ah oui, on a aussi reçu bien François Hollande avec des mouvements, avec des cris, et la même chose, avec la même joie ici, et puis la même ferveur, que ce soit à Bamako ou bien à Gao. On a reçu aussi un certain Ras Bach lorsqu'il venait des États-Unis. Donc, ce sont des choses qui arrivent beaucoup plus fréquemment au Mali. Maintenant, pour agir un peu par rapport, ou bien réagir par rapport au discours proprement dit, à mon avis, c'était un discours martial, sinon un peu
si on doit utiliser la métaphore footballistique comme il l'a fait, c'était un tacle beaucoup plus appuyé, avec beaucoup d'engagement et non maîtrisé à mon avis. Dans la réplique. Oui, la réplique, mais bon, parce qu'il faut aussi placer un peu les choses dans leur contexte. C'est un contexte diplomatique, la tribune des Nations Unies, où beaucoup plus on vient quand même avec un certain ton, avec une certaine terminologie beaucoup plus consacrée. Et je trouve que le ton était, à mon avis, n'était pas aussi adéquat que on pouvait le voir de façon générale, en tout cas par rapport à tout ce qu'il y a eu comme grande intervention, de grandes interventions historiques. Il y en a eu avec des Hugo Chavez et tout ça, mais bon, je pense que celui-là était beaucoup plus musclé que d'autres. Donc, à mon avis, on pouvait bien gérer ce côté, répliquer s'il y avait des choses, par exemple, par rapport aux preuves de la France, il serait beaucoup plus utile. Oui, mais est-ce que le Mali n'a pas demandé une réunion au Conseil de sécurité pour justement exposer ses preuves devant le Conseil de sécurité et non devant l'Assemblée générale? Oui, bon, à mon avis, c'est ce que notre ancien président expliquait ici l'autre jour, sauf qu'on n'est pas passé par les pays africains qui sont représentés, parce que en termes diplomatiques, souvent, il faut des appuis, quoi. Il faut que d'autres personnes puissent vous appuyer. À mon avis, on s'est adossé à la Chine qui n'a pas porté le dossier. Et si on a des preuves, on n'a pas pu quand même les démontrer à ce niveau. Mais en plus de cela, je pense qu'il y avait des choses qu'on pouvait aussi ajouter dans tout ce qu'on a dit à cette tribune, notamment les problèmes d'engrais au Mali aujourd'hui, parce que cette année, on n'a pas pu donner quand même d'engrais à nos paysans. Il y a une pénurie énorme des engrais, de tout ce qu'il y a comme intrants, parce que nos paysans n'ont pas pu les trouver. Et cela nous met en danger par rapport à tout ce qu'il y a comme sécurité alimentaire. Il a finalement passé à côté. Bon, il pouvait faire mieux, à mon avis, sauf que le discours était beaucoup plus, à mon avis, plus passionné, comme il a dit, qu'autre chose. Peut-être ça allait un peu dans le sens pour faire plaisir, à mon avis, à beaucoup de Maliens. Et c'est ce qui explique peut-être la ferveur avec laquelle on l'a reçu. Mais moi, je me dis, on avait d'autres messages à passer et on n'a pas fait. Hassan Sey, merci de nous rejoindre autour de ce plateau. Soumano, on parle justement de ce discours prononcé par le colonel Abdoulaye Maïga à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Alors, moi d'abord, je m'inscris en faux parfaitement à ce que la logique développée par M. Koulibaly. C'est notre point de vue. Je pense que c'est un peu la ligne de conduite de Yedema. Mais moi, j'estime que personne ne peut me dire... Vous dites bien c'est la ligne de conduite de Yedema. C'est pas la ligne... Bon, d'accord. Bon, j'ai clarifié ça déjà. J'ai dit le parti n'a pas fait de communiqué officiel. J'ai fait une analyse personnelle. Moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. D'abord, premièrement, personne ne dit qu'un langage diplomatique ne peut pas être un langage martial. La preuve, en matière de représailles, en matière de riposte en diplomatie, il y a ce qu'on appelle la mesure de rétorsion et il y a aussi la mesure de représailles. Donc ça veut dire qu'en diplomatie, on peut tenir un ton martial, c'est diplomatique aussi. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, moi je vais vous dire une chose. Le gouvernement de transition fait le travail du peuple. Chacun peut avoir sa vision. Alors, ce peuple-là qui est sorti en liesse, là, pour moi, ça dénonce déjà de l'attente qui a été de ce que comment on appelle nos autorités ont eu à faire. Je vais vous apprendre une chose. Moi, j'ai été là sur le plateau. J'ai dit ce monsieur, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était pour lui décerner un trophée. Mais j'ai découvert des qualités autres en ce monsieur qui m'ont dépassé. J'ai été séduit, je l'ai dit sur ce même plateau. Et qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, d'abord, n'oubliez pas, c'est Vous parlez du colonel Abdoulaye Maïga d'abord, le premier ministre par l'intérim. C'est un diplomate qui a appris ça. Ne le voyez pas comme un militaire, parce que les gens commettent l'erreur de dire il a tenu parce que c'est un militaire. Mais avant d'être militaire, il est d'abord diplomate. Il est diplomate à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il n'a fait que ça comme étude. Il a pratiqué avant d'être à ce poste. Donc, il a aussi un excellent ministre des Affaires étrangères qui est son conseiller. Il y a des conseillers techniques. Moi, j'ai eu la chance de le voir avant qu'il ne soit à New York. Je l'ai précédé à New York et je suis retourné pendant qu'il était en train d'être accueilli à Liège. Moi, j'étais dans l'avion en train de tourner. Et je sais ce que les Maliens dans l'avion disaient de lui. On était avec certains de ces trucs. Donc, moi, je vous dis, ce n'est pas seulement Bamako. Ça s'est dit pendant que moi, j'étais en France.
Et là-bas, les Maliens étaient fiers. Nous, on était dans la logique de faire on était en train de faire la remise de baromètre à la diaspora malienne qui était là-bas. J'ai entendu les réactions de ceux-ci. Donc ne voyez pas que seulement cette IS soit au niveau seulement de Bamako. Je ne suis pas d'accord, je vous donne ces informations parce que moi j'ai vécu ça. J'étais à New York, j'étais en France et j'étais au Mali. Donc pendant qu'il était en train d'être accueilli... Je n'ai pas dit que c'était seulement à Bamako. Oui, non, je le dis. Alors, pour moi, je répondrais qu'il a été accueilli à Nero. Ce monsieur, je l'ai vu une seule fois, mais la seule fois où je l'ai vu, il m'a séduit. Et je pense qu'on a eu raison de lui décerner ce trophée. Deuxième chose, tout ce qu'il a eu à dire, mais à un moment donné, c'est là où on lui dit. Comment vous pouvez expliquer que quand un État aussi demande au Conseil de sécurité d'inscrire seul un point, on refuse de le faire, et vous voulez qu'on se taise là-dessus au niveau de l'Assemblée générale, c'est la tribune. Ce qu'il a dit, c'est permis. Il n'est pas allé dire là où on ne doit pas le dire. Maintenant, le choix du ton utilisé, pour moi, il a des conseillers avisés qui lui donnent, parce qu'il faut faire confiance à nos autorités. Et j'ai l'habitude de le dire. Quand vous voyez votre grand frère se battre avec un intrus qui est tapis dans l'ombre, quand tu viens, il faut d'abord aider ton grand frère et après tu cherches à comprendre. D'accord, on va vous retourner la parole. Monsieur C, quel message peut-on comprendre de ce taquet grandiose, en tout cas réservé au colonel Ablaye Maïga? D'accord, je tenais déjà à m'excuser pour le retard. Bon, j'espère. Indépendant de votre volonté. Indépendant de ma volonté. Mais je suis là. Oui. Comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et par rapport à l'accueil du Premier ministre intérimaire, je pense que c'est un accueil mérité. Après, unanimité ou pas, même quand Dieu ne fait pas l'unanimité, bon, ça m'étonnerait qu'un homme le fasse. Donc ce débat ne se pose pas. Sauf qu'on se rappelle, il y a une année, un docteur Choguel Kokala Maïga avait quasiment tenu le même discours, mais les réactions n'ont pas été les mêmes à l'heure. Bon, justement, un homme différent, une époque différente, avec la même ligne de conduite. Simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que le discours, ils ont parlé de réciprocité. Et en diplomatie, la réciprocité est une arme. Et il ne faut pas oublier qu'une assemblée générale, c'est comme lorsque vous prenez l'Assemblée nationale ici, vous pouvez avoir des députés qui ne sont pas contents, qui disent pourquoi ils ne sont pas contents. Donc, ça peut surprendre, ça peut choquer beaucoup. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce qu'on aille parler justement, par exemple, des problèmes d'engrais, des problèmes de santé, des problèmes d'école, des problèmes de climat, parce que ce n'est pas nos défis majeurs aujourd'hui au Mali. C'est-à-dire que lorsqu'on aura un président qui sera élu, et ils disent, parce qu'il a parlé des élections également, ça on passe dessus, mais ils ont fixé le délai des élections, ce président qui aura un programme en conséquence le fera. Mais déjà, pour ça il faut que le Mali existe. Et pour que le Mali existe aujourd'hui, il faut que toutes ces velléités qui existent, toutes ces, je ne vais pas dire ces hostilités, mais en tout cas dans le langage, au bout d'un moment, je pense qu'ils en ont eu marre. C'est-à-dire que ça soit par rapport au Niger, que ça soit par rapport à la France, que ça soit par rapport à la Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a une accumulation de choses. Il l'a dit à sa manière, avec ses mots, sans être injurieux, mais effectivement avec un ton, comme il l'a dit, martial. Mais personnellement, je ne vois pas de mal à cela, bien au contraire. Et je pense qu'au-delà du Mali, parce qu'on le résume au Mali, c'est un discours qui a été apprécié partout en Afrique. On parle de renaissance africaine, il y a, sans donner leur nom, des panafricanistes et d'autres États qui ont dit que justement, ils veulent prendre exemple sur le Mali, ils veulent suivre cela. Où je suis d'accord avec le docteur Koulibaly, on dit aussi chez nous, donc bien évidemment, il faut rester vigilant. Mais la ligne de conduite qui est là, le message qui a été transmis est clair, ils l'assument et ils disent qu'ils l'assument et ils vont plus loin. La personne qui nous tire une balle, on lui répond par une balle. La personne qui nous injurie, on le répond par une injure s'il le faut. Donc c'est une manière de dire aux autres, on a assez accumulé, on est arrivé à un point de saturation, maintenant on ne peut plus supporter. Okay. Après ces discours, ces taquets, quel avenir pour Ablaye Maïga à la primature? Oui, juste avant de répondre à votre question, j'aimerais juste un peu rebondir sur ce qui a été dit sur le plateau. L'un des plus grands discours de l'humanité moderne, 20e et 21e siècle, c'est le discours de Winston Churchill,
Premier ministre de l'Angleterre en guerre mondiale, en Deuxième Guerre mondiale, au moment où il devait se faire justement nommer Premier ministre. Ce discours s'appelle « De la sueur, du sang et des larmes ». Ce n'est pas un langage diplomatique habituel. Il a promis au peuple britannique de la sueur, du sang et des larmes, mais une victoire. L'un des plus grands discours de l'humanité. Un autre des plus grands discours des Nations Unies, c'est exactement comme Dr Coulibaly l'a dit, Hugo Chavez, qui arrivait en disant « Je sens l'odeur du soufre du démon là », en parlant des États-Unis qui venaient de partir. Et de George Bush. Un autre des plus grands discours que les Nations Unies aient jamais connu, c'est le guide Muammar Kadhafi qui, en partant, a déchiré la charte des Nations Unies. Un discours fleuve de plus de 3 heures, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est des gens qui ont marqué l'histoire de l'humanité, quelques minutes, quelques heures, en donnant l'expression profonde de leurs convictions. Avant tout, ce dont on a besoin, c'est une conviction et la voix portée. Qu'une voix puisse porter nos convictions. Et nos convictions, c'est ce qui a été dit. Un ras-le-bol général, des voisins qui se sont comportés bizarrement. Et le résultat est là. Pour revenir à ma question. Pour revenir à votre question. La confirmation du colonel Abdoulaye Maïga est sur certaines... Mais oui, on l'avait déjà dit sur ce plateau au moment de sa nomination par intérim. Nous, on l'avait vu comme un ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation extrêmement rassembleur. On l'avait vu comme étant l'un des rares ministres du gouvernement de transition à avoir un pont réel avec les partis politiques, à écouter tout le monde, à ne pas tourner le dos à une quelconque frange ou branche ou corps ou parti ou autre chose. Il écoutait tout le monde, il a cette capacité-là. Et on l'avait vu comme un grand travailleur. Ça, c'est sans le connaître personnellement, juste des faits réels. Un résultat de travail là, un volume de travail abattu. Et là, ça confirme quelque chose. Maintenant, les choses sont entre les mains du président de la transition. Il y a les bruits de couloir, les rumeurs de salon qui parlaient d'un remaniement depuis quelques semaines. On attend de voir pour le 22 septembre, après pour le retour des Nations Unies. S'il doit être confirmé, on ne le voit pas d'un mauvais œil. S'il continue sur cette lancée-là avec le même volume de travail abattu, il pourrait être un premier ministre rassembleur. L'inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est le poste vacant qu'il va laisser à l'administration territoriale. Est-ce qu'il va être occupé de la même manière, avec une personne qui travaillera de la même manière pour une chose aussi importante, qui est de préparer les élections à venir. Okay. M. Coulibaly, beaucoup ont essayé de faire un lien entre, en tout cas, cet accueil qui lui a été réservé et son éventuelle confirmation au niveau de la primature. Oui, mais avant, je tenais quand même à clarifier quelque chose. Je n'ai jamais douté de la qualité de l'homme qu'est le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, tout simplement parce que M. Diko vient de le dire. On l'a côtoyé quand même au niveau du COS. Oui. Lorsqu'on était en train de travailler sur la loi électorale, sur tout ce qu'il y avait comme révision du code des partis politiques et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui avait un langage très très rassembleur à ces niveaux. Mais n'empêche, il peut être rassembleur à ces niveaux et venir à faire un discours où on peut quand même trouver des points de critique, des choses à améliorer. C'est tout à fait normal. Nous sommes des humains. Quand il n'est pas dit que lorsqu'on s'exprime, il n'y a pas de défaut possible. Voilà. Donc, moi, je dis qu'il y avait des choses peut-être qu'on pouvait dire autrement et des choses qu'on pouvait ajouter. Chacun a son propre jugement. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à mon avis, on doit aussi respecter les jugements des autres. Parce que ce qui est formidable, parce que la tribune des Nations Unies aussi, ça c'est là des particuliers. C'est quand même tous les pays, que tu sois grand ou petit, tu as le même temps de parole. Tu viens pendant 25 minutes ou 27 minutes où on respecte tous les points de vue. Voilà. Tout le monde parle et on écoute tout le monde. Mais je pense que cela a du mal à passer chez nous, où dès que tu t'affirmes, lorsque tu vas en contradiction avec le chef seulement, on commence à tirer à boulet rouge sur toi. Donc je pense qu'on doit aussi un peu prendre l'exemple à ce niveau. Et pour revenir à votre question, qui est de comment dirais-je, vous pouvez me le... de sa confirmation ou pas. De sa confirmation ou pas. Donc,
En tout cas, il assure bien ce rôle-là par intérim, mais il est venu à la suite d'un Premier ministre aussi, à mon avis, qui est soit malade, parce qu'on a dit qu'il est en repos forcé, mais ce repos forcé commence quand même à prendre du temps. Et je pense que c'est un travail qui est très très difficile, être Premier ministre. Je pense qu'il ne pourra pas rester éternellement à ce poste d'intérimaire. À un moment donné, il va falloir s'assumer et que peut-être il y a des raisons que l'on ne connaît pas et qu'on ne veut pas peut-être beaucoup plus, en tout cas, parler de la santé du Premier ministre. Moi, je le comprends, hein, je suis un homme de la santé, je respecte, parce que ça, c'est le code, notre code de déontologie, on respecte beaucoup la santé des autres. On n'aime pas en parler, surtout en public, et ce sont des choses qu'il faut préserver. Mais de l'autre côté, aussi, la fonction républicaine exige qu'on nous dise aussi la vérité tout de suite. Est-ce que le PM est en mesure physiquement de pouvoir continuer cette tâche-là? S'il n'est pas en mesure de le faire, qu'on nous le dise aussi. Ça, sans entrer dans son bulletin de santé, on peut nous dire s'il est apte à assurer, en tout cas physiquement ou pas, cette fonction et à aller peut-être vers une confirmation de Abdoulaye Maïga ou pas. Mais ce que je rejoins aussi mon ami Diko par rapport à ça. En tout cas, ce qu'il a fait comme travail au niveau de l'administration territoriale, c'est... Oui, milite en sa faveur parce qu'il a été vraiment fédérateur. Et ça, moi, je l'ai toujours dit. C'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Ouais. Partout où je suis passé, sur tous les plateaux, j'ai dit il a été un ministre de l'administration territoriale très, très fédérateur, beaucoup plus fédérateur qu'on l'a vu ailleurs. Okay. Voilà. Ils sont nombreux, les commentateurs, en tout cas, à évoquer cette possibilité de confirmation du colonel Abdoulaye Maïga. Alors, déjà, avant de donner mon opinion, je vais d'abord dire que la décision revient au président Assimi. Ça, c'est important. C'est lui qui sait, parce qu'un Premier ministre, c'est d'abord l'homme de confiance du président. Ça, c'est clair. Mais ce qui est sûr, il y a un portrait robot qui est important. Et le portrait robot, d'abord, il faut un homme rassembleur. Ça, tout le monde est unanime. Donc, moi, je parle de façon objective. Il faut quelqu'un de rassembleur. Il faut quelqu'un qui ait la patience d'écouter et qui soit patient. Ça, c'est important. Il faut quelqu'un qui ait les compétences. Tant compétences en termes d'expérience professionnelle, mais en termes de vie. Et je pense que il faut que la personne soit aussi consciente des défis de l'heure, connaisse et une réponse à cela. Vous êtes en train de nous décrire... Non, je dis, moi, pour mon point de vue, c'est ça un peu qui est important. Donc, je suis en train d'aider à la prise de décision. Moi, je ne suis pas dans une question de personne, mais je suis dans une question d'avancement. Maintenant, si le président Assimi estime à ce jour que le premier ministre Choguel est apte à faire ce travail-là et qu'il répond à ces critères, il reviendra. S'il estime qu'il faudrait peut-être le laisser se reposer davantage et le remplacer par quelqu'un d'autre, il doit regarder à travers ce filtre-là pour imposer. Si d'aventure le colonel Abdoulaye Maïga répond à ces critères-là et qu'en âme et conscience, Assimi sait qu'il fait son affaire, il peut le confirmer. À ce moment-là, le choix est l'objectif. Maintenant, si cela est fait, il faut aller à l'essentiel. Par contre, là où je vais revenir, je vais finir par là. Au Mali, personne n'a dit qu'il ne faut pas donner son point de vue. D'abord, je paraphrase Chana Taki aussi, qui disait sur ce même plateau, en disant qu'une opinion n'est pas la vérité. Mais les gens ont tendance à penser que si je donne mon opinion, j'ai raison sur les autres. Et souvent, c'est fait par condescendance. Or, tu peux donner ton point de vue, mais être à côté de ton point de vue n'est pas véritablement ce qui est la vérité. Parce qu'il y a la vérité, il y a ma vérité et il y a ta vérité. Donc, on va tous tendance à se rapprocher de la vérité. Mais là où souvent on condamne le fait de ne pas pouvoir garder le silence, c'est le contexte. Quelqu'un peut dire un mot, si la personne n'est pas très influente, ça passe inaperçu. Mais il y a des personnes... Vous parlez encore de cette sortie de l'ancien Premier ministre. Je parle de commentaires. Oui. Moi, j'estime aujourd'hui que... Et là, je reviens aussi, je rappelle un peu des propos tenus à l'époque par Choguel Kokala Maïkaka, avant même qu'il était dans le M5. Il a tenu sur un plateau en disant, le président Ibeka, je ne vais pas le critiquer. Parce que quand je le critique, je vais le fragiliser. Et c'est une réalité. À chaque critique, il y a une fragilisation de mon point de vue. Et donc aujourd'hui, moi j'estime que la meilleure manière de donner, on peut critiquer sans que ça se soit su. Il y a les canaux pour faire parvenir son point de vue à la personne dont on n'est pas d'accord.
Et moi, je pense que ça, c'est l'expérience que moi j'ai. Par exemple, si je ne suis pas d'accord avec des actions posées par les autorités, je décide de le réécrire en confidence. Je ne fais pas des déclarations sur le plateau parce que, en fait, finalement, nos ennemis peuvent utiliser ça contre nous. Discordance. Et vous voyez maintenant tout ce qui est au Burkina, ce qui se passe, la question de... on voit quand on dit les communiqués, chacun fait des communiqués pour tirer la couverture sur soi. Donc c'est pour ça que j'ai dit, ce n'est pas qu'on ne veut pas que les gens s'expriment, moi c'est mon point de vue, mais en règle générale, quand on donne une opinion dans un contexte assez difficile comme celui-là, ça peut être mal interprété. Hassan Sey, les commentateurs parlent d'une éventualité de la confirmation du colonel Abdoulaye Maïga. Vous entendez la chose de cette manière? Bon, comme vient de le dire mon prédécesseur, je pense que la décision revient au chef de la transition, au président Assimi Goïta. Maintenant, est-ce que le président Goïta, en laissant le colonel Maïga s'offrir un bain de foule, par exemple, est-ce que ce n'est pas une manière de dire effectivement, de préparer les esprits à cette éventualité? Bon, je ne pense pas que le bain de foule ait été provoqué spécialement par le président lui-même. Et par ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué également que même les membres du M5 RFP étaient présents et même en première ligne. Donc le terme rassembleur revient et au niveau de la capacité, on dit également qu'il peut. Maintenant, moi, mon inquiétude est la même inquiétude de départ, comme je l'ai déjà dit une fois. Effectivement, si c'est un excellent ministre de l'administration territoriale, vu l'importance des futures échéances, est-ce qu'il pourra assurer les deux casquettes? S'il peut le faire, salam. S'il ne peut pas le faire, il faudra faire un choix à un moment donné et savoir quoi choisir. Maintenant, concernant le Premier ministre Choguel Kokola Maïga, s'il est toujours souffrant, prompt rétablissement à lui, ça reste effectivement sa vie privée, même si c'est un homme public. Et par ailleurs, si jamais il devait revenir aux affaires ou s'il était apte à revenir aux affaires, je pense que peut-être qu'il l'aurait déjà fait. Toujours est-il que pour l'instant, on considère certainement qu'il n'est pas apte à le faire. Pour quelle raison? Ça, on le saura peut-être après. Maintenant, pour revenir un peu aussi sur ce qui a été dit par rapport aux critiques, les critiques sont constructives. Ça, c'est quelque chose de connu. Et c'est le frottement de contraire qui donne du positif. Mais maintenant, il faut que les critiques aussi soient constructives. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans des invectives ou des règlements de compte, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit que le discours qu'il a dit est bon, ça veut dire que vous êtes un suppôt ou vous êtes un support à la personne, et quand quelqu'un dit que le discours qu'il a dit n'est pas bon, ça veut dire que vous êtes un ennemi. Je pense qu'il faut savoir trouver la juste mesure, il faut laisser les gens s'exprimer même publiquement, tant que ça reste dans le respect. Chacun a le droit d'avoir son opinion et de l'exprimer comme il l'entend, mais simplement, il faut ouvrir le débat, voir ce qu'il faut améliorer, parce que ça reste une œuvre humaine et par définition non parfaite. Ce jeudi, la CEDEAO avait dépêché une mission de haut niveau ici à Bamako, dont la mission était d'obtenir la libération des 46 soldats ivoiriens en détention ici au Mali. Monsieur Diko, oui. Finalement, la mission de haut niveau est retournée sans les 46 militaires. Oui, sans les 46 militaires. Maintenant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Leur mandat, c'était d'obtenir la libération. Peut-être pas immédiate. Peut-être pas immédiate. Parce qu'il y a quelque chose quand même qui est clair. On a parlé beaucoup de la judiciarisation de l'affaire. Donc, faire sortir 46 militaires qui sont arrivés avec des faux papiers, avec des armes qui ne leur correspondent pas sur le territoire malien, avec un ordre de mission extrêmement flou. Au départ, je vous rappelle que la Côte d'Ivoire a dit que ce n'est pas eux d'expliquer, mais aux Nations Unies, et que les Nations Unies ont répondu qu'ils ne sont pas au courant de ces 49 militaires. Donc, il faut quand même expliquer au peuple malien aussi de quelle manière ils vont partir, s'ils doivent partir. Ce qui est clair, c'est que c'est une situation extrêmement délicate. C'est une situation où, si on parle d'une judiciarisation totale, ce n'est peut-être pas la solution. Il y a également une solution diplomatique et une solution politique à la chose, mais elle ne peut pas également il ne peut pas y avoir une libération sur un simple claquement de doigts. Le peuple malien aussi, nous avons une justice et cette justice doit nous rendre des comptes
Et au moment où ils vont être relâchés, il faut que ça soit bien quelque chose de correctement fait pour montrer que nul n'est au-dessus de la loi. Et la solution doit être faite et trouvée avec beaucoup de doigté. Il n'est pas dit que ça sera une libération immédiate, mais apparemment les lignes ont bougé et ont bougé dans le sens de la libération. Donc on espère que la diplomatie, la politique pourra régler un problème entre deux voisins. Vous dites bien que les lignes ont bougé. Apparemment, elles auraient bougé dans le bon sens. Maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux. À la suite de cette mission, aucune déclaration officielle n'a été faite. C'est peut-être pour la prudence. Et comme je vous dis, on ne peut pas procéder à une libération brusque de ces personnes-là. Après tout ce que le Mali a dit sur eux et les preuves qu'on a fournies sur leur situation, ça serait compliqué de les libérer brusquement. Là aussi, nos autorités et politiques et judiciaires auraient des comptes à nous rendre, nous, le peuple malien, pour expliquer comment ils les libèrent comme ça. Okay. 3 chefs d'État étaient attendus au cours de cette mission. C'est finalement 2 chefs d'État qui ont effectué le déplacement. 2 chefs d'État ont effectué les déplacements, en l'occurrence le président ghanéen, Ado, et puis le président gambien, voilà, et Adama Barrow. Mais il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères, à mon avis, du Togo. Parce qu'on sait qu'il y a une médiation togolaise aussi qui est en vue et qui a abouti d'ailleurs à la libération des 3 militaires d'âme. Donc ce qu'il faut saluer déjà, c'est, à mon avis, c'est le rôle diplomatique qui est en train d'être joué. L'initiative prise par ces pays-là, les pays de la CEDEAO, qui ont envoyé des émissaires. C'était pas la première fois. Je pense que cela dénote quand même de l'importance qu'il faut donner à la matière, peut-être à une résolution diplomatique à l'amiable. Comment vous évaluez déjà cette mission? Bon, moi, je trouve que c'est une mission, à mon avis, qui a été efficace déjà. Ils n'ont pas beaucoup parlé. En quoi elle a été efficace? Ils n'ont pas beaucoup parlé, mais si les 46 militaires n'ont pas été libérés, en quoi elle a été efficace? Oui, mais peut-être ils peuvent avoir des bons espoirs. Ils n'ont pas fait de déclaration. Selon les rumeurs, on a l'impression que les lignes ont bougé. Et comme on est en train de parler aussi de la judiciarisation de l'affaire, peut-être il faut donner aussi, on a juriste à côté, mais on a pu quand même avoir la libération des 3 dames. Donc peut-être les mêmes procédures pourraient... C'était l'effort d'un seul chef d'État. Hein? Oui, l'effort d'un seul chef d'État. Il peut continuer en la matière, je pense que chacun peut s'impliquer, même nous. Il y a l'implication même des Maliens qui résident au niveau de la Côte d'Ivoire qu'il faut saluer. L'implication de tout le monde, parce qu'entre 2 pays voisins, il serait bon d'aller vite et de résoudre ces problèmes pour qu'on puisse s'atteler à d'autres choses, à d'autres missions entre les 2 pays, au lieu de raviver encore cette tension. Je pense que ce qu'on avait demandé au début, c'était que la Côte d'Ivoire puisse s'excuser publiquement pour qu'on ne puisse pas aller de loin. À mon avis, il y a eu peut-être trop d'ego des 2 parts, des 2 côtés, que ce soit du côté ivoirien ou du côté malien. Je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'ego. On devrait aller beaucoup plus vite lorsque il y a l'intervention du shérif de Nioro qui est en vue. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut saluer. Tout ce qui peut résoudre ces problèmes, à mon avis, il faut les saluer. Ce sont des grandes personnalités religieuses et c'est l'un des rôles dévoués quand même à nos grands religieux d'intervenir lorsque même dans notre société, ici au Mali, s'il y a des problèmes entre voisins, les religieux, que ce soit des catholiques ou des musulmans, ils peuvent intervenir pour en tout cas servir des cadres de dialogue et faciliter comment dirais-je, la difficulté qu'il y a entre les 2 pays. Donc il faut saluer l'intervention de tout un chacun et prier pour que vraiment on puisse avoir un dénouement heureux de cette affaire-là. Soumano, sur cette mission de haut niveau des chefs d'État de la CEDEAO. Comme on l'a dit, un seul chef d'État a pu livrer 3, 2 sont venus 0. Donc on évalue ça. Mais là aussi, je comprends pourquoi le fort n'est pas venu, parce que personne n'a vu qu'il a échoué. Alors, sur quelle base la CEDEAO lui adjoint 2 autres personnes, 2 autres présidents, dont leur effort a été néant. Ça n'a servi à rien. On le soupçonne d'être plus proche. Oui, mais il faut qu'on sache ce qu'on veut. Parce que c'est ça le problème, c'est quoi? C'est que bien qu'il soit proche de Bamako, c'est un atout.
Parce que, comme je l'ai dit, il faut faire la différence entre un négociateur et un médiateur. Moi, j'ai fait la différence ici. Mais Faure, aujourd'hui, au moins, il a l'avantage d'avoir pu faire libérer 3 personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que la question de judiciarisation, quand bien même le président Assimi est le premier magistrat de la République disposant du droit de grâce, ce droit de grâce ne peut intervenir que quand il y a une condamnation. Par contre, pour pouvoir les libérer sur le plan judiciaire, c'est juste le juge d'instruction qui peut profiter, enfin qui peut mettre en avant un principe qu'on appelle le classement sans suite. Et là, l'affaire est réglée. Donc le président ne peut pas influencer sur ce point de vue-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde un peu la posture, les différents canaux, les grandes étapes de la diplomatie, en fait, des négociations, on voit d'une part, il y a un ton va-t-en-guerre, libéré sans délai. Ensuite, le Mali demande des excuses publiques, qui est l'arme la plus fatale en termes de sanctions au niveau des relations internationales, parce qu'on dit la satisfaction. Une satisfaction quand celui à qui vous reprochez des choses présente ses excuses publiques, vous êtes satisfait. Donc c'est bon, le différend est réglé, ça c'est au niveau des relations internationales. La Côte d'Ivoire n'a pas voulu ça, mais l'a refait à demi-mot, quand il dit qu'il y a eu des manquements et des incompréhensions. Donc ça veut dire qu'il y a eu justement ce que le Mali voulait. Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez, on a joué, il y avait un seul élément sur lequel la Côte d'Ivoire est bon pour reprendre les choses, vouloir changer le pouvoir de camp en disant que c'est des otages. Ouais. Donc vous voyez, maintenant, et en même temps, on essaie d'enclencher la diplomatie. On enclenche deux diplomaties, une diplomatie discrète et une diplomatie avec éclat. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Maintenant, moi, je mon point de vue, ce qui est important, oui. Moi j'ai toujours dit ici sur ce même plateau que nos autorités savent ce qu'ils font. C'est que quand elles parlent de la judiciarisation, oui. Le président Assimi à ce stade ne peut pas disposer sur son droit de grâce, c'est ce qu'il a. En revanche, c'est le juge d'instruction qui est aujourd'hui en charge de ces questions-là, peut prendre une ordonnance de classement sans suite. Et maintenant, le dossier, il est réglé. C'est sur ce dossier précis, sur cette mission de haut niveau du chef d'État de la CEDEAO. Bon, avant de répondre à votre question, il y a 2 précisions majeures. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mercenariat est pénalisé par la peine la plus élevée. En français facile, ça veut dire quoi? Quand on est mercenaire, dans notre corpus, dans notre loi au Mali, quelle est la sanction la plus élevée? Au Mali, c'est la peine de mort, même si elle n'est pas appliquée. Ça veut dire que des mercenaires peuvent être même condamnés à mort. Donc si on le prend strictement juridiquement, c'est compliqué, parce que les preuves sont contre eux. Donc c'est ce qui fait que le dossier s'est politisé, plus ou moins. Maintenant, ce qui a posé problème la première fois, et qui n'est pas présent, en tout cas cette fois-ci, c'est qu'il y a eu des fuites. Parce que pour moi, c'est une réussite par rapport déjà à cet aspect, parce qu'au moins, rien n'a fuité. On ne sait pas exactement ce qui s'est dit, on ne sait pas ce qui a été convenu, etc. La dernière fois, le fait qu'il y ait eu justement des fuites, c'est ce qui a entraîné la Côte d'Ivoire à faire de nouvelles déclarations. Sinon, Sarah Soro avait commencé plutôt à aller sur la voie des excuses. Et le climat commençait à s'apaiser. Mais une fois qu'ils ont parlé d'extradition, du fait que le Mali demandait éventuellement une contrepartie, comme ça s'est fait à une époque donnée en Guinée, et normalement, ce type de discussion, qu'on ait raison ou pas, ça doit rester privé, ça ne doit pas sortir, et qu'il y ait une déclaration juste après que la Côte d'Ivoire ait décidé de s'accrocher à cette décision, en tout cas à cette communication pour nous accuser de vouloir les prendre en otage et de faire du chantage. Donc finalement, on a eu l'impression, comme l'a très bien dit le Premier ministre intérimaire, de passer de victime au banc de coupables. Donc forcément, ça durcit le ton. Maintenant, on ne sait pas ce qui a été dit, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant l'entame des négociations, la condition sine qua non, c'était que tant qu'on n'a pas trouvé une décision définitive, ce qu'on va dire doit rester ici et rester entre nous. Donc on pense, et comme ils disent, c'est des rumeurs, que ça va aller, parce que de toute manière, tous les hommes sont frères, et quand on est africain encore plus, ça ira. Espérons que ça aille le plus vite possible, mais on n'a pas de données réelles sur ce qui a été dit, ni sur le site de la CEDEAO, il n'y a pas eu de communiqué, ni au niveau de la présidence. Donc, on ne peut faire que des suppositions pour l'instant. Nous apprenons que le RDS s'apprête à rendre public un livre jaune 2022. C'est M. Diko. Effectivement. En substance, c'est le programme de société du RDS
C'est le second du parti et c'est avec beaucoup de fierté et d'honneur qu'aujourd'hui justement il est sorti sous presse. Donc on s'est dit qu'on allait le partager avec le plateau et avec le peuple malien. Il sera public dans quelques temps et c'est toutes nos idées de gestion, tout notre programme de société en passant par la case sécuritaire, la case citoyenneté, tout ce qui est éducation, santé jusqu'au tourisme. Donc pour faire court et ne pas monopoliser la chose, donc c'est le travail qu'un parti politique devrait faire et doit faire et on s'y attelle et on continue. Voilà. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Dr Ousmane Coulibaly, OCB, il est vice-président du parti Élément, Mohamed Alamine Diko, il est du RDS, Hassan Sey, juriste, Chekmar Soumano, il est du baromètre du Mali. Merci encore une fois et au revoir.